C'est pas possible. Quatrième Degelkolb. Attention Philippe, le parapet. On n'a jamais vu ça. Un maillot jaune à pied. Et boum, la giclette est là, on l'attendait. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Passe-moi le bike, votre podcast 100% vélo. Émission spéciale aujourd'hui, en effet, on a décidé ce dimanche de poser notre petite tonnelle sur les hauteurs de la Roche au Faucon et de vous faire vivre un peu, parce que c'est l'ambiance d'une grande classique et qui plus est d'un monument sur le bord de la route. Vous verrez divers profils rencontrés et interviewés, on espère que ça vous plaira. Quatrième Degelkolb. On aurait pu arriver plus tôt, 9h, mais bon, contre-performance de la veille, on sait pas trop. Alors on est ici au-dessus de la Roche au Faucon, sur le toit de cette avant-dernière côte de Liège-Bastogne-Liège, avec mes deux forçats de la route, dont un qui est venu en vélo. C'est Théo qui nous a accompagnés. On a autour de cette table Un amigo de la Cofidis. Alors d'où tu viens toi? Alors je suis de la région, je suis du côté de Namur. tu viens du côté de Namur. Avec son cop et ça, un Namurois, mais on est heureux de t'accueillir, on est aussi Namurois, donc ça fait plaisir. Tu t'appelles comment déjà? Antoine. Antoine, tu fais du vélo d'habitude? Ouais, énormément, depuis petit. Tu sais quoi ta côte préférée à Namur? À Namur, la citadelle, la route merveilleuse. Oh, petit joueur, petit joueur. Deux choses qu'il faut que tu m'expliques, c'est pourquoi tu carbures au Martini Rose et pourquoi tu as un maillot de la Cofidis. Alors je ne bois pas de martini et ça c'est parce que je l'ai reçu au mur de Oui mercredi. Ah, déjà, on est un habitué des courses. Tu étais à la Flèche mercredi. Exactement. T'as kiffé? Exactement, comme d'habitude. Est-ce que tu fais chaque année le duo Flèche Wallonne Avec les amis, j'essaie de le faire au maximum. Avec les études, c'était compliqué, mais dès que je peux avec les amis. Ah ouais, là c'est... Toute l'équipe qui est derrière. Voilà tout le cop. Moment, Loris, un fin connaisseur de vélo, on m'a dit dans l'oreillette. Voilà, des années qui traînent au-dessus de la Redoute. Des années, je sais pas, mais on fait ce qu'on peut, ouais. Alors, ton avis sur ton chrono aujourd'hui? Faut être honnête, hein, Tadej c'est fort. Ouais. Après, Remco, on aimerait bien. Ouais. On était dans le mur, on a vu Paul. Je sais que ça, c'est violent aussi. Sinon, bien évidemment, on est là pour Philippe Gilbert. Ça fait plaisir. C'est son année, je pense. Je pense que c'est son année. Pour moi, il est en forme. Loris, t'es venu avec ton Martini Rose? Ouais. C'est parce que t'es le meilleur descendeur du Giro ou comment ça se passe? Du Giro, je sais pas, mais on est en Belgique, faut choquer un peu. Qu'est-ce qui se passe, Théo, au niveau de la course là? On arrive doucement vers la Redoute là pour le moment. On voit que c'est la Décathlon qui est en train de mener le peloton. Allez. Ouais, la Décathlon devant UAE et il y a Remco qui est toujours bien calé. Donc pour le moment il est serein, il est tranquille, il va aller pépère dans la roue de notre ami Collier. On s'approche du moment extrêmement décisif de la course, donc on a hâte de voir ce que ça va donner. Et Remco qui nous a fait quand même tenter un petit coup de poker en partant dès le début avec un premier groupe de 50 coureurs. Ouais, et qui on y a cru à ce moment-là. 3:30 d'avance sur ces deux petits comparses, le petit lutin français et l'ogre slovène qui finalement qui a été rattrapé. Je pense que c'était un hommage à la Philippe que les 50 ont voulu rendre. Ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. On retrouve Manu qui est ici en train. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans la Roche au Faucon exactement? Salut les gars, voilà, en fait c'est mon EVG. Oh pétard. Donc, pétard, le coup de pétard. Ouais, les amis sont arrivés La giclette est là. vendredi soir à la maison. Ils checkent le vélo et ils disent demain tu dois être au top quoi. Et donc hier on s'est retrouvés sur le 80 km sans entraînement. Excellent. Le Liège-Bastogne Challenge. Exactement. 80 km comme ça sans se mouiller la nuque. Exactement, donc pas d'entraînement, rien du tout. Ça a été. C'est passé plus ou moins crème. Là j'ai hâte de les voir, là ils passent en 5 minutes. Ah, mais ça va avionner hein, ici, si on voit les deux monstres qui vont arriver à mon avis. Mais donc pour toi la plus dure c'est ici ou quoi? Clairement, la Roche au Faucon, le pied, c'était T'as fait incroyable. l'enchaînement One Tokyo de levé? Non. Dans le 80 tu le fais pas. 80 tu le fais pas. Mais vraiment Roche au Faucon, il n'y a pas photo, c'est la plus dure. Ok, on est avec Harry au-dessus de la Roche au Faucon, il y a l'hélico qui passe, les coureurs vont bientôt arriver. Harry, tu viens souvent ici pendant la course? Oui, chaque année je viens ou soit un an sur deux, alors je vais soit comment ça s'appelle, la Remouchant, Ouais. ou alors je viens ici à la Roche-au-Faucon, j'aime bien l'ambiance et c'est top. Ah ouais, ici ça s'enflamme, t'as quel âge là? Là j'ai 15 ans. Donc et 15 participations quoi. Ouais, quand même pas, mais bon, presque. Tes potes m'ont dit que t'étais le nouveau Sexas, c'est vrai ou pas? Le nouveau Sexas. Ouais. C'est qui c'est que ça?
c'est qui ça? C'est le petit prodige qui est avec Pogacar pour le moment. Ah mais oui, le français là qui. Ah mais oui, c'est possible. Oui, mon papa on en a parlé. J'ai entendu parler par mon papa. Ouais. Et ouais, bah je roule aussi en vélo de route, mais pas à ce point-là. Ok, qui va gagner pour toi aujourd'hui? Pour moi, bah j'aimerais Pogacar parce que bah, c'est le plus fort. Alors bah, je pense que c'est lui. Mais ouais, voilà. Après, c'est pas spécialement lui que j'espère, mais je pense que c'est lui qui va gagner. Toujours en direct au-dessus de la roche au Faucon où Liège-Bastogne-Liège vient de se finir et c'est sans grande surprise l'ogre slovène qui a passé la ligne en premier, suivi du petit Lantin français et notre Remco national a encore fait un très très gros sprint. Il montre vraiment de plus en plus qu'on peut avoir peur de lui au sein du peloton quand il s'agit d'un sprint et d'un sprint long en plus ici en l'occurrence. Mais vous avez entendu... Et surtout après tous les efforts qu'il a fait aujourd'hui. Ouais, c'est diable qu'il en a fait aujourd'hui. On a évidemment lancé le jingle du coude à coude. Parce qu'on va directement débriefer de ce coude à coude de Max. Max, c'est à toi. Et donc la semaine passée, on avait parlé de deux coureurs, Izagirre et Johannessen. Ouais. J'ai pas le top 10 sous les yeux. Bah, je vais vous le dire tout de suite. Donc, Johannessen a atteint son top 10, c'est lui qui a gagné le coude à coude face à Izagirre. Exactement, c'était très très bien vu de la part de Max. Je vous refais le top 10 rapidement. Pogacar, Sexas, Evenepoel, Verstring en 4ème, Bernal, Bilbao, Grégoire, Scaroni, Johannessen, bingo pour Max et Zana qui complète le top 10. Ouais, enfin Izagirre était quand même dans le bon groupe, hein, je crois, mais il a chuté. Est-ce qu'il y avait une histoire de chute? Ouais, en tout début de course, il a chuté, donc c'est d'autant plus remarquable pour le tour d'honneur de Izagirre. Ouais. Donc chapeau Max, voilà. Vivement le prochain coude à coude. Ils sont dedans, ouais, voilà. Souligner la super belle 4ème place de Emil Verstring. Ouais, vraiment impressionnant. On avait déjà parlé après sa perf à l'Amstel. Ouais, l'ancien cyclocrossman. Il roule toujours en cyclocross. Ouais, mais il était sur tous les fronts aujourd'hui. Est-ce qu'on pourrait l'appeler Verstring de guerre? Non, c'est pas encore le coup de disquette. Rassurez-vous. Emile qui nous rejoint ici à la table. Par contre, vraiment 4ème, on avait souligné sa perf à l'Amstel. Et on avait déjà annoncé à ce moment-là que c'est vrai que son meilleur résultat c'était l'an passé sur Liège. Et donc Verstring qui fait 4ème. Ça, c'est sans doute ouais. Et Emile découvre le résultat à l'instant. Attends, on est envahi par les fans. On doit liker une boucherie. On doit la fermer à l'eau. Liker, ferme-le. Ferme-le, il y a quoi? C'est une boucherie à la ferme où on vend de la viande élevée dans notre ferme et tout. Ça bio là, genre? Non, conventionnel, mais tout du circuit court. Ok. Vache blanc, bleu belge, vache blonde d'Aquitaine et Black Angus. À Neupré. C'est la seule ferme de qualité à Neupré. Ah bah, franchement, on fera une émission là. Notre prochaine émission, on s'engage à la faire à la ferme à l'eau. Verstring qui fait 2. Qui fait 4, Verstring 4. Mais pour le gamin, c'est extraordinaire. Hein. C'est très prometteur. Hein. Franchement, au final, c'est la bonne surprise de cette course. Je dirais même c'est la bonne surprise des Ardennaises. Oui, ouais, parce que demi-surprise hein, quelque part. On a vu son potentiel depuis l'hiver, mais vraiment c'est épatant ce qu'il a fait aujourd'hui, c'est épatant ce qu'il a fait à la Flèche, c'est épatant à l'Amstel, pardon. Non, mais surtout que la semaine passée, je veux dire, sur l'Amstel, il était aux avant-plans et il n'y a pas grand monde qu'on a vu il y a une semaine sur l'Amstel qui a réussi à performer aujourd'hui. Hein. Donc chapeau à lui vraiment. Certains disaient que c'était impossible d'enchaîner la Flèche et Liège-Bastogne, mais visiblement c'est le cas. Clin d'œil pour Emilio. En tout cas, on a vu ce que Remco pouvait faire avec la fraîcheur sans faire la Flèche. Il sait faire 3ème. Et c'est déjà magnifique avec les 2 autres mutants, mais malheureusement, je pense qu'il tire vers un profil qui n'est plus très propice à gagner Liège-Bastogne-Liège. Je trouve qu'on peut quand même aussi souligner Skelmos qui, mine de rien, va animer il anime la course, il était vraiment bien en forme. Ah ouais, si je dois retenir 3 noms des Ardennaises, c'est quand même Remco Evenepoel, parce qu'il a quand même été excellent à l'Amstel et qui fait 3 aujourd'hui. Skelmos qui fait 2 à l'Amstel et qui se montre énormément aujourd'hui, qui fait 5 à la Flèche. Et Verstring qui fait 7 à l'Amstel je pense, et 4ème aujourd'hui. Donc voilà, c'est des mecs finalement, Verstring il est quand même dans le top du top des coureurs sur ce top de course. De toute façon, on fera une émission récap un peu des Flandriennes et des Ardennaises dans votre prochain numéro de Passe-moi le Bike. Je rejoins Emile en tout cas. Clairement, ça c'était les bonnes surprises. Avec un Mauro Schmidt qui était toujours pas très loin. Mauro Schmidt et voilà, l'ambiance est folle franchement dans le village ici. Ici c'est dingue. Hein, il faut vous imaginer qu'on est en dessous d'une petite tonnelle Décathlon de 3/3, vraiment à 1,5 m de la fin de la roche au Faucon.
On était présents dans le vélodrome et allez, il y a quand même pas photo ici. Ici c'est quand même une autre ambiance, c'est quand même la Belgique et ses belles frites. Il y a des bars. Et vraiment on s'amuse bien. Il y a des bars et on se tape des bars. Oh là 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 là. J'ai le droit aussi à me le prendre. C'est le coup de Simonette. Allez, on est toujours en direct du dessus de la Rochefaucon et c'est Arthur qui nous a rejoint. Arthur qui a un bon physique de mec qui fait bien du vélo, 1m72 pour... 1m72, 1m83 s'il te plaît, on me respecte un minimum pour 72,7. Donc extrêmement lourd. Comment t'as vécu cette course, Arthur? Honnêtement, un peu déçu du finish. Ouais. Je m'attendais à on va rentrer dans le classique, un Poggi plus en PLS niveau moral après Roubaix. Un Sexas comme on le voulait, bien, pas prétentieux, genre je suis juste sûr de lui. Remco classique, parle trop et qui fait de la merde malheureusement. Ultra déçu de Pidcock. C'est une course qui lui convient blindé. En termes de D+, avec des petites montées bien gourmandes, je m'attendais à un truc plus solide de sa part. La petite crevaison l'a terminé, genre stockeux à fond les ballons pour essayer de rattraper le peloton, ça l'a mis dans le mal. Donc scénario classique. Ouais, un peu dommage, un peu déçu. Je m'attendais à un peu plus de spectacle, surtout au niveau de la Redoute. Ici, c'était certain que voilà, la Roche, il y allait avoir 2-3 gars en tête. C'est toujours plié ici au final. Bah ouais, mais voilà, je m'attendais à plus de mecs dans la Redoute qui allaient se battre. Et quand on n'en voit que 2 qui partent, c'est un peu dommage. T'as cru que c'était possible après l'échappée matinale? Après l'échappée de 50 coureurs? Honnêtement, l'échappée, moi j'ai trouvé ça ridicule. En fait, on était en chemin avec des potes pour venir ici, donc quand j'ai vu un post de la RTBF qui disait Remco dans l'échappée, je me suis dit... Ouais, c'était ambitieux. Hein. C'était ambitieux et je me suis dit, ok, c'est chouette, tu vas avoir ton équipe qui roule pas, tu sauves des coéquipiers, mais ensuite ils ont pas tant roulé que ça, ils ont laissé le train UAE faire leur taf. À un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Soit on se met dans l'échappée et on roule pas une seule seconde et voilà. Mais Remco c'est un prouveur, on le sait bien, donc... Qu'est-ce qui s'est passé alors dans la Redoute pour Remco? C'est pas dans la Redoute pour moi. À un moment donné, il a dû craquer avant et la Redoute, il y a eu une petite accélération. Il a fait quoi? Il a fait 100 mètres et puis ensuite c'était qui était pas violente en plus. Hein. Mais non. Ça roulait bien, mais au train, on l'a déjà vu faire mieux. Donc honnêtement, je pense qu'il y a eu un souci avant. Est-ce qu'il s'est bien alimenté ou pas? Je sais pas. Il fait vachement chaud. On l'a vu retirer ses petites manchettes, ce qui arrive rarement. Le coup des manchettes. On a un connaisseur de la manchette ici. On l'avait vu naturellement. Mais... Et là, du coup, nécessairement, il a chaud, il a galéré. Et il s'est fait avoir, mais genre fort. Et quand tu prends après 1 km 10 secondes de plus, c'est qu'il y a vraiment un souci parce qu'on se dit, t'as une petite descente, tu peux faire le forcing pour essayer de revenir par après. Ouais. Et d'ailleurs, c'était intéressant à voir. Tu vois que c'est que ça, s'il lui fallait pas 100 mètres de plus dans la Redoute, sinon il flanchait direct, il s'accroche vraiment et il y arrive, quoi. On a été coupé, Arthur. Tu te confies un petit peu sur ta relation avec Remco Evenepoel, dis-nous en plus. Ouais, une relation parce qu'on se connaît de longue date, pas du tout. On l'a tous suivi, on sait d'où il vient. Et en fait, moi, ce qui me gêne le plus, c'est que je parle d'attitude, je parle pas. Sportivement parlant, ça reste un mec ultra costaud. Je pense qu'il doit blinder, progresser. Et je pense que l'idée d'avoir dans l'équipe Bora un aspect, surtout pour le Tour de France, un aspect double leader, c'est pas trop mal. Parce qu'en termes d'humilité, ça va lui apprendre certaines choses, surtout avec un Lipovic qui monte en puissance tout doucement. Mais en termes de mentalité, tu restes sur une mentalité de footeux, tu vois. Et moi j'ai pas fait pas mal de foot et genre c'est un mec voilà, tu sais qu'il a confiance en lui et parfois il le montre un peu trop et parfois il faut apprendre à y aller mollo et avoir de l'humilité par rapport à certaines courses, par rapport à certains concurrents où il va un peu dire aujourd'hui c'est pour moi. Ouais. Mais moi j'ai toujours trouvé que c'était sa grande force justement de dire aujourd'hui c'est pour moi et en général quand il dit c'est pour moi il le fait. Et à Liège-Bastogne-Liège aujourd'hui c'était pas un objectif annoncé. Mais il a quand même dit dans les médias, c'est que ça, 250 km, attention parce qu'il va coincer, mais tu dis pas ça. Il a un peu allumé son adversaire, ça se voit pas trop d'habitude dans le vélo. Tous les experts étaient d'accord pour dire que normalement Paul Sexas aujourd'hui c'est vraiment étonnant sa deuxième place. Philippe Gilbert le premier. Ouais, après ça dépend, il y a les experts français, il y a les autres, quoi. Mais je trouve que les experts, c'est pas à la Philippe Gilbert. Les experts, c'est leur rôle. C'est leur rôle de commenter, d'être dans le truc. Par contre, Remco, c'est pas son rôle de
limite aller piquer dans son orgueil un adversaire. C'est presque le motiver et se mettre de la pression à lui-même que de se dire ok, je vais le battre. Non, ce mec-là, il a 19 ans, je vais le battre. Non, mais voilà la course. Justement, mets-lui la pression. Dis-lui, en fait, il a fait une super flèche, donc ça a lui apporté la course. Et moi, je vais le fumer si je me mets bien, mais je trouve que ouais. En termes de réussite ces derniers temps, quand on voit ce que ça fait au Tour des Pays Basques et ici à la Flèche, Remco doit justement dire ah ouais, il est vachement en forme. À l'image de Pogačar, c'est à eux de rouler. C'est eux qui ont un truc à prouver, c'est à lui de gérer. Et moi je me mets derrière et je ferai mon taf quand je veux. C'était un peu ridicule comme sortie, mais après sportivement parlant et en termes physiques, il reste monstrueux quoi. Ouais. C'est sûr. Ah non, mais par contre, moi je suis admiratif du côté de la polyvalence de Remco et je pense juste que Liège est malheureusement une course qui est vraiment taillée pour des grimpeurs et c'est plus pour lui. Alors peut-être, il l'a gagné 2 fois. En fait, il faut qu'il se concentre sur les autres, quoi. Là, on en revient à pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait Milan-San Remo. Le Tour des Flandres, il a quand même bien performé. Moi, l'an prochain, je veux le voir sur ces courses. Bien sûr. Et jouer la gagne sur ces 2 monuments-là, plus tôt dans la saison. Clairement. Parce qu'en fait, le Remco du début de carrière n'est plus le même qu'aujourd'hui. Il n'avait pas de sprint et on dirait qu'il s'est un peu transformé physiquement pour pouvoir avoir une explosivité, gagner des étapes, gagner des courses. Mais ça lui a coûté d'être moins pur grimpeur. En fait. Ma frustration actuellement, c'est que j'ai l'impression que Remco c'est devenu le 3e de tous les monuments en fait. Non, pour moi, sur San Remo, il pourrait s'accrocher sur les pourcentages les moins durs. C'est sûr. Mais sur cette course-ci, non. Grimpeur et lagueur peut-être, grimpeur non. Non mais comme tu disais, en fait Remco il a progressé partout. Je veux dire, il est meilleur puncher, il est meilleur sprinter, descendeur, en descente nettement. Même en contre-la-montre, il a continué à s'améliorer. Mais par contre, en haute montagne, c'est sans doute l'endroit là où il a le moins progressé, quoi. Il a sacrifié énormément en termes de justement de qualité de punch, etc. Ouais. Et il paye tout en montagne. On l'a vu l'année passée sur le Tour de France, etc. Mais quoi qu'il arrive, au final, il fait quand même une grosse course. Il est au niveau. Au final, il monte crescendo en puissance parce qu'au final, le Tour de Flandre, on l'attendait pas à ce niveau-là. Et boum, la giclette est là, on l'attendait. Allez, on se retrouve toujours au-dessus de la Roche-au-Faucon. On a dû se distancer de quelques mètres de la route parce que notre petit appareil n'avait plus de jus. Mais heureusement, un sympathique bar nous a tendu une grande rallonge et on est donc de retour. La pression est un peu descendue maintenant que l'ogre slovène a, sans grande surprise, gagné cette course suivie du petit lutin français et de notre Remco national qui, une fois de plus, montre que ça devient un homme très très solide sur les sprints et les longs sprints. Qui plus est, autour de cette table, vous les avez entendu depuis le début, ils sont bien chauds maintenant, il y a quand même quelques canettes qui ont été descendues. Il y a Max, Émile et Théo qui sont avec moi. Et c'est votre avis sur cette course qui finalement n'a pas vraiment été d'une surprise folle? Ouais, les années passent et les scénarios se ressemblent parce que c'était exactement la même chose l'année passée avec un top 3 qui était des noms assez ronflants. L'année passée, c'était Pogačar, Ciccone, Illy. Cette année, Pogačar, Sexas, Remco. Et puis après, derrière, par contre, le 4e, c'est toujours un nom surprenant. Cette année, Verstring, l'année passée, Velasco. Donc, en fait, on arrive avec un grand groupe et quelque part, c'est pas spécialement le plus spectaculaire, mais par contre, ça fait rêver des gars qui peuvent aller mettre un top 5 sur un monument et ça, c'est quand même sympa. Ouais, j'avais espéré une course plus décousue avec plusieurs petits groupes et en fait Pogačar durcit tellement la course que derrière, en fait, on tient dans un groupe d'une 20-30 coureurs presque qui arrivent ensemble. Il y avait juste Sexas intercalé entre les deux, mais Skelmos qui aurait essayé. Ouais, Skelmos qui essaye, il y en a toujours l'un ou l'autre qui essaye. On avait vu Bardet, il me semble, aussi, qui était venu chercher un podium ici, dans des mêmes conditions. Mais voilà, ce grand groupe est donc un peu la loterie à l'arrivée des plus frais, de ceux qui ont la meilleure pointe de vitesse après 250 bornes. Donc, Ouais, Paul Sexas qui aura quand même tenu la dragée haute finalement, parce que on le voit bien dans la Roche-au-Faucon finalement, 20 secondes d'écart, c'est quand même pas mal du tout. Sexas après 260 km, franchement impressionnant. Donc il a buté dans la roche, donc il a fait 245 km avec l'ogre de Komenda, mais après ça, il a quand même tenu. Franchement, il va falloir compter avec lui dans les années à venir.
C'est clair que des Lièges, il va en cocher quelques-uns. Théo, t'as un avis ? J'ai pas vraiment d'avis sur Sexas. Voilà, j'ai déjà fait part de mon étonnement dans les podcasts précédents. Il est vraiment extrêmement fort, mais voilà, j'ai du mal à y croire, tout simplement. Un peu dépité, quoi, Théo. Non, c'est parce que je suis sous le choc. En fait, c'est extrêmement impressionnant. Enfin, j'ai rarement vu un coureur de 19 ans aussi fort. Le gamin de 19 ans aussi fort avant lui, c'était Remco Evenepoel, et il faisait pas des choses pareilles. Donc vraiment, c'est impressionnant. On n'a jamais vu une transition pareille du monde. C'est qu'on passe d'un monstre à un autre, en fait. Ouais. Voilà. Sans temps pour les autres. Ouais. Malheureusement. Ouais, c'est pas la grimace. Mais bon, après, nous, on a quand même envie de retenir les mecs qui ont marqué les Ardennaises. On a quand même vu des beaux noms. On a vu du Skelmose qui a fait une très belle campagne. Le Verstring qui était aussi sur toutes les courses, qui a vraiment bien fait ça. Donc, Bah justement, j'allais vous demander, c'est quoi votre temps fort de cette période de classique qu'on vient de vivre ? Voilà, la période, le temps fort. J'allais dire hors Wout, parce que sinon c'est trop facile. Ok, ça c'est trop facile, on est d'accord. Évidemment. C'est la grande victoire. Très bonne question. Je vous un peu. Prends de court. Ouais. Théo est toujours dépité. 19 ans, c'est pas possible. Bah ouais, pour moi ça reste sur toutes les classiques, ça reste quand même la Flèche Wallonne avec Sexas qui arrive et qui la gagne. Ouais. Là on s'est dit ok, bon, là on est dans la merde, quoi. Ouais, mais non, en fait, ta question, je peux pas y répondre. Si tu me demandes le temps fort et tu me demandes de sortir route, je sais rien mais dire. c'est parce qu'on allait tous les quatre répondre. Ouais, mais voilà, je te le sors quand même. C'est quand même de très loin, et on va pas redébriefer là-dessus, mais c'est quand même de très loin la victoire du printemps, et c'est la victoire du cyclisme, c'est la victoire de l'espoir, c'est la victoire de la persévérance. Tout à fait. C'est pas chaque année qu'on a le droit d'avoir une telle victoire. Non, c'est vrai, je retire ce que j'ai dit. En fait, on a tout à fait le droit de chacun dire. On reste sur Wout. Et c'est déjà l'heure de la première chronique du jour. C'est signé Émile, c'est bien entendu le coup de bordure. C'est le coup de bordure. Le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent. J'ai vu un Remco qui a vite compris qu'il allait pas savoir jouer les 2 premières places, mais qui s'est pas du tout effondré, qui s'est pas du tout décomposé, et qui s'est dit bon ok, moi j'ai quand même mon sprint, je vais essayer de gérer ma fin de course de mieux que je peux pour finir sur le podium. Et donc c'est quand même, je trouve, une belle marche passée dans sa carrière, parce que il est au sommet de la Roche au Faucon, 15 secondes derrière Skelmose, pardon. Et j'ai l'impression qu'il y a quelques années, il aurait commencé à faire signe en mode passer le relais, machin et tout. Et ici, non. Il a fait exactement ce qu'il devait, c'est-à-dire rouler à 80-90% de ce qu'il est capable de faire, revenir sur Skelmose et garder juste la giclette qu'il faut pour gagner le sprint. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de sa progression, et je trouve que c'est pas mal. Qui plus est, je pense que ça doit être extrêmement frustrant pour lui de voir un Sexas lui passer devant, alors que c'est sa première année pro, que Remco il a aussi eu cette étiquette de favori de petit jeune, et maintenant il a 25-26 ans et il est censé confirmer. Donc ça n'a pas dû être une course facile psychologiquement, mais par contre il s'est vite remis dans l'objectif du podium, et il l'a géré d'une main de maître. Théo. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi, Émile. Je trouve que Remco a toujours été justement un coureur jusqu'au boutiste. On l'a déjà vu plusieurs fois au Tour de France lâcher, et à un moment il fait le switch et il finit sa course à son rythme, et parfois pour obtenir un bon résultat, une 3-4e place, et il s'en satisfait. Et par ailleurs, ce qui s'est passé avec Sexas, je sais que Remco a remis Sexas à sa place dans les médias, et moi je trouvais ça au contraire extrêmement intéressant. En fait, c'est bien en fait que les anciens entre guillemets rappellent un petit peu à l'ordre le petit jeune qui est un petit peu trop en confiance. Et Remco, Eddy Merckx c'était le premier à le faire avec Remco. Il y a de nombreux anciens qui étaient les premiers à mettre en place les petits jeunes qui arrivent et qui débarquent. Et je trouve que c'est normal, et c'est un peu ça la transition. Et je pense que c'est plus de bonne guerre que vraiment de la provoque. Oui, après Eddy Merckx avec Remco, enfin toi c'est des analystes extérieurs. Là ici c'est au sein même du peloton. C'est au sein du peloton où ça commence peu. Mais ça a toujours été comme ça au sein du peloton. Il y a toujours eu. Mais je trouve pas en plus que Sexas est si impertinent et si. Ce sont les analystes et les médias français. Personnellement, Sexas, je le trouve quand même. Il a une énorme confiance en lui. Alors je dis pas, il peut avoir confiance en lui. Quand on est aussi bon.
Ouais, je pense Il que va pas s'écraser. Dans le Non. peloton, de tout temps, il y a toujours eu cette hiérarchie. Alors, je dis pas que c'est bien, mais il y a toujours eu cette petite hiérarchie. Armstrong, il mettait une petite tape derrière la tête de tout le monde et on savait comment ça se passait derrière. Et ça a quand même toujours été comme ça. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Oui et non. Mais je trouve que, voilà, calmer un petit peu les ardeurs d'un jeune comme ça, c'est rien de méchant, c'est de bonne guerre pour moi. Ouais. Je suis pas sûr que quand Remco dit ça, il soit destiné directement à Sexas et pas plutôt justement à l'environnement autour de lui où en fait il a son ego et donc il se sent un peu nexté de toute discussion en mode maintenant c'est Pogacar Sexas et moi j'existe plus. Exact. Alors, mais donc pour moi c'est pour ça il se défend un petit peu. Oui. Attends, je suis Remco Evenepoel, C'est ça. j'ai quand même fait mes preuves et j'ai quand même droit à ma place aussi. Donc ouais. Ok. Ouais. Et par rapport à l'échappée matinale de Remco, est-ce qu'à un moment on y a cru? Est-ce qu'à un moment après 3 minutes 30 par rapport au deuxième groupe, on s'est dit ok ça peut le faire Non, ou pas alors du tout, c'était pas peine du perdue? peine perdue, je pense pas, mais c'était intéressant. Ça a mis un peu de piment dans les épinards, de beurre dans les épinards. Bon, c'est bien aussi. C'est une recette salzinoise. Ouais, c'est voilà. C'était intéressant, ça a un peu animé la course, ça a animé notre matinée, mais après voilà, au final Remco est resté tranquillou dans le peloton de tête, Pogacar et Sexas sont restés tranquillou dans le peloton, dans le gruppetto derrière, et au final on savait bien que ça allait se regrouper, que ça allait se jouer un peu plus tard. Moi, je suis quand même étonné de certaines équipes qui étaient dans ce groupe-là, qui auraient pu quand même un peu donner un coup de main et qui ne l'ont pas fait. Une OX, ils étaient 4, je pense. Quitte à pouvoir un peu semer la zizanie, mettre la pression sur les autres équipes, pourquoi pas faire rouler un peu des équipes comme ça. Ouais, effectivement. En tout cas, merci Émile pour ce coup de bordure. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent, y a plus d'armure. Émile. Il y a un petit sujet que je voulais amener, je voulais avoir l'avis des autres chroniqueurs. Ici, on a déjà une bonne partie de saison qui vient d'avancer. Je reste toujours sur Remco. Qu'est-ce que vous pensez de son transfert quand même, qui est quand même pas rien dans sa carrière? Sur les trois courses majeures, en tout cas les 3 classiques majeurs qu'il a faites, il y a le Tour des Flandres où il finit 3e. Il n'avait jamais couru auparavant. Il a gagné l'Amstel, qu'il n'avait jamais gagné non plus. Et ici, il vient de faire 3e sur le 2e monument auquel il a participé. Est-ce qu'on a un meilleur Remco mieux entouré? Mieux entouré, mieux préparé, mieux concentré, Moi, mon avis, c'est qu'un Remco qui aurait eu aucun souci pendant l'hiver, qui soit à la Quick Step, il aurait été au même niveau l'an passé. Je pense que c'est plus que les choses se sont mieux mises cette année. Et ce que j'ai toujours redouté au moment où Remco a signé chez Red Bull, c'est plutôt le statut qu'il aura sur le Tour de France. Ouais, j'allais dire. Donc c'est vraiment là qu'on aura la réponse. Est-ce que cette équipe allemande, avec une pépite allemande qui est assez complet et qui a montré en montagne qu'il était costaud, Lipovitz pour ne pas le citer, est-ce que ça va pas être en mode bon écoute Remco t'es bien gentil mais toi tu vas te faire tes étapes et nous on va tout faire pour Lipovitz et en 3e semaine tu vas rouler pour Lipovitz s'il joue le podium. C'est plus ça que j'appréhende. Ouais. Donc la réponse, je pense qu'on l'aura fin juillet. Ouais. Je ne sais pas si c'est une mauvaise chose ou pas. Ça peut être une bonne chose pour lui dans son approche et dans sa mentalité. Là où, dans son ancienne équipe, il n'était jamais challengé sur son statut. Donc, Mais je trouve que c'est comique, c'est que quand il était à la Quick Step, on attendait de lui qu'il gagne le Tour de France. Et maintenant qu'il est chez Bora, qui est une équipe plutôt de Tour, là on attend plutôt qu'il gagne les classiques. Donc on est dans une ambivalence assez comique et je trouve que son équipe actuelle est pas plus forte que l'équipe de la Quick Step pour les classiques. Alors pour le Tour on va voir. D'accord ça. Ouais. Vas-y Emile. Non, par exemple sur une course comme aujourd'hui ou comme à l'Amstel, à l'Amstel ils n'avaient pas un bon collectif, mais je pense que l'équipe est quand même meilleure. Quand tu voyais que ses fidèles lieutenants c'était Louis Vervaek et Van Zevenant est bon cette année, mais je crois qu'ici, il a quand même un tout petit peu une meilleure équipe pour justement les courses difficiles. Ouais. Est-ce que ça fait la différence dans un Liège-Bastogne-Liège, honnêtement? Non, mais sur l'Amstel, il a gagné, il a remercié le tempo qui a été mis en début de course par toute son équipe. Alors peut-être que la Quick Step aurait pu faire pareil, je sais pas. Sais pas. Bien sûr, oui. Je sais pas. Mais in fine, est-ce que ce ne serait pas une bonne chose à la fin du Tour de France? Si finalement c'est Lipovitz qui passe devant, à un moment il va peut-être se concentrer sur les classiques. L'éternel débat classique Grand Tour. Mais donc, la question se pose, est-ce qu'on n'est pas passé complètement à côté de la carrière de Remco? Il y a un moment, il était dans une équipe de classiques, et il faisait le Tour, et maintenant il est dans une équipe de Tour et il fait les classiques. Mais là il fait un peu tout. J'ai l'impression qu'il va faire un peu tout, et puis on verra à la fin de cette saison. Après tu passes pas d'un coureur de classique à gagner un Grand Tour non plus. Tadej Pogacar. Non, je vais pas comparer. Non.
Mais non, par contre, il est. En fait, si, tu vous dites toujours non, mais... Et à un moment, il y en a marre, monsieur. toujours votre camp. Mais par contre, pour moi, c'est plus Remco qui s'est transformé en quelqu'un de plus explosif et de moins grimpeur. Mais voilà, maintenant, force est de constater qu'il ne saurait pas gagner le Tour. Non, ça c'est sûr. Oui, Théo, on est d'accord, il ne saurait pas gagner le Tour de France. Non, mais je suis hyper d'accord, mais voilà, tu me dis qu'on ne peut pas gagner et le classique et le Tour. Bon, passer d'un profil de coureur, je parle, un profil de coureur. Mais il a toujours été profilé pour les classiques, pour toutes les classiques d'ailleurs. Ouais, mais c'était pas ça qu'il avait en tête. Pour moi, maintenant, il doit essayer de gagner les 5 monuments, il faut y aller, quoi. Il a déjà loupé Milan-San Remo cette année, il faut qu'il y aille. Ouais, mais c'est pour ça que je pense qu'on saura ça vraiment en fait à la saison prochaine. Et Liège-Bastogne-Liège face à ça va être compliqué. Aux Slovènes et à Sexas maintenant, je pense qu'il est pas bête. Ça va être encore plus dur de le gagner. Mais il l'a gagné 2 fois. Donc qu'il aille sur les autres. Je suis complètement d'accord avec Max. Il l'a gagné 2 fois au meilleur moment. Voilà, ça c'est fait. Pour moi, il ne gagnera plus Liège. Enfin, en tout cas, il aura beaucoup plus dur à gagner Liège, surtout avec le Sexas qui est en train de débarquer. Concernant la question de base, moi, ce qui me fait juste peur, c'est qu'il se transforme en équipier sur le Tour. Voilà. Mais sinon, à part ça. Mais est-ce qu'in fine, s'il va dégommer toutes les classiques et tous les monuments, ouais, voilà. Tant mieux, va faire soit un super équipier de luxe, tant que derrière. Va claquer des étapes, fais-toi plaisir. Bien sûr, clairement. Plutôt que d'être frustré. À jamais gagner le Tour. Évidemment, on est d'accord. Bah, allez, c'est incroyable. 3 d'accord. À part Théo qui n'a jamais la parole. Allez, super. Et justement, en parlant de couper la parole, on va lui la donner bien volontiers. C'est le coup de disquette. Disquette, ça claque sec, ça percute, coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup. Un coup de disquette namurois, je crois. Bah oui, je suis quand même un peu fâché sur l'équipe Cofidis. On n'a pas vu Sylvain Moniquet aujourd'hui. Pourtant, Sylvain, Dieu sait que c'est un coureur qu'on adore dans l'émission. Alors oui, bravo, l'année passée, il a gagné la première étape de sa carrière en tant que professionnel sur le Tour du Limousin. Mais est-ce que dorénavant, on parlait un peu de Remco, est-ce que ça doit devenir un coureur de classique, un coureur de Tour? Est-ce que Sylvain Moniquet doit devenir un coureur du Tour du Limousin? Je me pose la question quand même. Ici, on est chez lui, on est à Liège. C'est là, il a déjà performé, il a été de nombreuses fois dans les échappées, il a déjà beaucoup montré le maillot, il progresse énormément sur les grands tours. Est-ce qu'aujourd'hui on ne devait pas le voir pour accompagner Yon Izagirre? Je ne sais pas, on avait Paul Orselin, on avait Louis Roulant, on avait Sam Maisonneuve. Voilà, est-ce que Sylvain Moniquet est moins fort que ces coureurs-là? Je pense pas. C'est un coureur belge, il représente la Cofidis. Aujourd'hui, c'est clair, Sylvain Moniquet devait être présent. Dommage qu'il ait quitté la Lotto. Un de plus, j'en ai déjà parlé de la Lotto. Encore un coureur qui aujourd'hui ferait du bien dans la Lotto qui a été inexistante. Ouais, après Sylvain, on rêverait de l'avoir dans l'émission. Je me demande toujours, est-ce qu'il a quitté la Lotto pour essayer de trouver une autre équipe pour pouvoir participer au Tour de France? Ou est-ce que c'est plutôt la Lotto qui lui a dit, écoute... ce serait bien que tu te trouves une autre équipe. C'est une bonne question, il faudra lui poser un jour. Mais je suis d'accord avec Théo. Sur les Ardennaises, il a toujours un supplément de motivation parce que c'est un mec qui connaît parfaitement les côtes et qui est du coin. Et que c'est quand même un excellent grimpeur. Donc s'il se met au service du collectif, pourquoi pas. En termes de calendrier, donc là ici il a fait le Tour du Jura et maintenant il a aligné sur le Tour de Turquie. Mais donc c'est vrai qu'en tant que coureur aussi d'une équipe comme Cofidis, française, en fait, il est amené aussi à rouler beaucoup plus en France, où il y a énormément de courses. Donc voilà, on verra le Tour de Turquie où sur la première étape, c'est une étape. Ouais, mais tu vas me dire qu'il est dans une équipe française. On doit l'aligner dans les courses françaises, mais ici on est en Belgique et ils alignent que des Français. Donc c'était quand même une belle occasion de le mettre en avant. De l'échappée matinale, il y aurait été, il aurait mouillé le maillot. Voilà, on sait bien que ni la Cofidis ni Sylvain Moniquet regagnaient l'étape, la course. Mais voilà, c'était une belle occasion de le voir aujourd'hui. Oui, je suis d'accord, c'est vrai. C'est sûr. Merci Théo pour ce coup de disquette. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute, coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup, coup de disquette. Alors, je vous propose d'enchaîner avec la suite du calendrier. Et les prochaines courses qui arrivent, c'est le Tour de Romandie déjà dans 2 jours, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, exactement, ouais. Sur lequel on va retrouver le Slovène. Hein. Ça, c'est toujours... Il enchaîne. Hein. Ouais. Celui dont on ne peut pas prononcer le nom. Exactement. Mais on aura quand même des très bons outsiders. Hein. Le premier, ce sera justement Lipovitz, le coéquipier de Remco. Effectivement. Avec Roglic aussi. Ouais. Roglic,
qui performe quand même au train. à son rythme, sur les courses qu'il a envie de faire. On a l'impression à son âge, il peut exactement. se permettre, Et il se fait plaisir. Il est enroulé. Et il y aura d'autres coureurs aussi intéressants. Hein. Pour l'équipe Bahreïn, il y aura Lenny Martinez qui roulait pas aujourd'hui à Liège. C'est pas exactement, là j'avoue, ce qu'il a eu. Accompagné de Tiberi très irrégulier depuis le début, mais que je pense qu'on devra quand même voir sur le Giro a priori. Ouais, attention, rentrez vos chats, hein. Si vous avez des chats en Italie, rentrez à la maison. Et on aura surtout le retour de David Gaudu à la compétition. Oh, ça. Toujours. La France retient son souffle. Exactement. D'autres coureurs, hein. Only quand même aussi très bon coureur. Ouais, donc un tour qui vaudra quand même la peine d'être scruté et analysé en vue des prochaines grandes étapes. Et la grande étape suivante, ce sera bien entendu le Giro. Qui est Fermaleux? Fermaleux, il y a quoi? C'est une boucherie La Ferme où on vend de la viande élevée dans notre ferme. En parlant du Tour de Romandie, en passant directement à la deuxième chronique animée par Max, vous l'avez reconnu, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5. Alors on va élargir ce top 5 au top 10 et l'idée Max c'est que tu vas nous énoncer 2 coureurs et au reste de l'équipe à essayer de les deviner. Ouais, donc le premier, il est allemand, il a 24 ans, il a déjà gagné une étape du Giro. Steinhauser. Oh, fort. Ouais. Oh là là, Et donc, on a affaire à un champion. Il court pour l'équipe IF et cette année il a montré des bonnes choses, entre autres au début d'année sur les classiques et ensuite donc sur certaines classiques espagnoles. Et il a surtout fait une superbe 3e place à Paris-Nice où il a remporté le classement des jeunes. Ouais. Donc voilà, il faudra voir son état de forme parce qu'il avait dû abandonner au Tour de Catalogne fin mars, mais voilà, ici je pense que c'est vraiment un coureur à suivre. Donc derrière tous les coureurs qu'on a cités, hein, donc Roglic, Lipovic, etc., il pourrait se détacher. C'est un vrai pari, à voir un peu, ouais. Il faut qu'il confirme, parce que c'est vrai qu'après Paris-Nice, on l'a plus vu du tout. Ouais, clairement à voir, et je pense que dans son équipe, il a un rôle à jouer sur cette course. Le deuxième, je passe au deuxième coureur, alors il est de la même génération, c'est aussi un vainqueur d'étape sur le Giro, l'an passé pour le coup, et il est australien, 25 ans, australien. Quelle équipe ? Il court pour l'équipe Jayco. Luc Plapp. Exactement, c'est Luc Plapp. C'est vrai que l'an passé, la victoire qu'il fait sur l'étape du Giro, elle est extrêmement impressionnante parce qu'il dépose vraiment tout le monde. C'est un gros coureur. Et donc c'est aussi un coureur, donc, comme je disais, de la même génération, hein, voilà, qui pourrait avoir une belle carte à jouer aussi sur ce Tour de Romandie. Cette saison, on l'a plus vu en fait depuis fin février et l'UAE Tour. On se rappelle de l'UAE Tour où on avait vu Remco justement décevant, où il a fait une belle 3e place au général. Donc c'est un coureur qui a beaucoup de potentiel sur les courses à étapes. Et on espère pour lui que l'histoire repasse les plaps. Qui tombe pas à plat. Alors, je suis d'accord, ouais, coude à coude, j'aime beaucoup parce que c'est des profils intéressants qui pourraient faire top 10, mais qui pourraient très bien vraiment se vautrer ce genre de course. Mais à savoir que Max a l'œil, hein, parce qu'il a eu bon dans Liège ici. Hein. Je ne remets absolument pas les connaissances de Max et le flair qu'il a par rapport aux courses vélo. Et je pense qu'il c'est intéressant. C'est vraiment des mecs qui peuvent faire top 10 et que si justement ils font top 10 sur ce genre de course, ça veut dire que c'est quand même vraiment des bons coureurs. T'as un avis, une préférence sur les deux ? J'adore le profil de Luc Plapp, moi, parce que c'est un gars qui a su se réinventer, qui était très prometteur. On croyait que ça allait être un mec qui allait pouvoir faire des classements généraux et tout, et puis au final, il s'est très vite, lui, mis dans la tête de gagner des étapes et de courir sur des plus petites courses. Et en fait, il a une manière de courir qui est aussi extrêmement intelligente, où on lui fait jamais à l'envers. Donc voilà, c'est un chouette coureur. Voilà, bon, coude à coude un peu plus risqué cette fois-ci. Merci Max pour le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude. Alors que vous entendez certainement les sirènes qui résonnent à quelques mètres d'ici, parce que les femmes vont passer la fin de la Roche au Faucon. On pourra vous dire d'ici quelques secondes laquelle des coureuses est en tête. On peut quand même souligner l'ambiance qu'il y avait dans ce virage. Tant pour les hommes, et c'est toujours chouette de voir que pour le cyclisme féminin aussi, beaucoup de monde reste. Et d'ailleurs, là, on a du drapeau belge qui flotte au vent, un soleil magnifique et du policier extrêmement sympathique. Tout se passe bien, c'est vraiment
vraiment la fête du vélo, quoi. Ouais, ça fait plaisir à voir et c'est la Belgique comme on l'aime. Et en tout cas, un grand merci à vous tous et toutes de nous avoir écoutés. On espère qu'on aura réussi à vous retransmettre un peu cette ambiance ici au sein de la Roche au Faucon. Mes 3 camarades et moi-même vous faisons des gros bisous et on se voit la semaine prochaine pour le prochain podcast de Passe-moi le bike. Salut tout le monde, salut, ciao. auditeurs.